Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Cette semaine, notre invité était jusqu'en 2009 un journaliste à La Presse, où il a, entre autres, tenu le poste de chef de bureau d'Ottawa. Dans la foulée de la commission Gomery, il a publié Le déshonneur des libéraux, le scandale des commandites sur les éditions VLB. Il est un proche du Parti québécois et des milieux souverainistes. Il a mené avec Gilles Duceppe une série d'entretiens parus en 2010 chez Richard Vizina, éditeur. Et ensuite, il a enfilé et publié Le Mirage François Legault, paru en 2012 aux éditions VLB. C'est en 2007 que notre invité et Joël Denis Bellavance, reporter au quotidien La Presse, avait dévoilé le contenu d'une étude du Service canadien des renseignements et de sécurité, le SCRS, qui faisait état d'une conversation impliquant Adil Sharkawi et un plan pour détourner un avion. L'authenticité du document n'était pas mise en doute et la GRC voulait déterminer la source qu'il avait remis aux journalistes. Notre invité milite au Parti québécois de Trois-Rivières. Voici l'invité de cette semaine avec Céline, Gilles Toupin, ex-journaliste, mais qui a toujours son crayon dans la main. D'assez, je sais pas comment je dirais, là, comme... c'est pas tous les hommes qui pourraient accepter ce qui se passe dans le moment, là. Ce que votre épouse défend, là. Mais c'est pour ça que je me suis dit, ça m'intéresse d'avoir c'est qui Gilles Toupin. C'est qui? D'abord, vous avez été journaliste à La Presse, c'est ça? 38 ans, madame. 38 ans? Oui. J'ai commencé en 72 comme critique d'art. J'avais une formation en lettres françaises et en histoire de l'art. Wow. Et j'ai fait ça pendant 11 ans. Oui. Et après, j'avais envie de voir le monde. J'étais curieux et puis on m'a offert de passer en politique. Puis je passais en politique internationale. Et j'ai fait ça de 1981 à 1997 en politique internationale. Donc, je suis devenu chef de la division après 3 ans. Et puis, j'ai fait des reportages partout dans le monde. J'ai travaillé dans une trentaine ou une quarantaine de pays. Là, je ne les compte plus. Ouais. Donc, j'ai eu une bonne expérience comme grand reporter en politique internationale. Après ça, on m'a demandé d'aller diriger le bureau d'Ottawa. J'ai fini ma carrière au bureau d'Ottawa. Bureau d'Ottawa. Oui, pendant 11 ans. J'ai été 10 ou 11 ans à Ottawa. Oui. Ouais. J'ai beaucoup aimé la politique nationale. J'étais un peu fatigué de voyager, mais je me suis retrouvé à voyager autant parce que les premiers ministres, ça voyage beaucoup. Donc, je les accompagnais, mais c'est des voyages un peu moins risqués que ceux que je faisais en tant que journaliste. Hein. Oui. Parce que j'ai vécu des tas d'expériences. J'étais en Inde quand Rajiv Gandhi était assassiné, par exemple. J'étais en Haïti quand Duvalier s'est enfui dans la nuit de, je ne sais pas si c'est le 6 ou le 7 novembre, février 87 ou 86, pardon. J'étais en Haïti pour les élections là, qui ont tourné en bain de sang en 87, 29 novembre 87. Donc, Vous étiez toujours sur place à des événements marquants? Oui. J'étais au Cambodge pour la fin de la guerre, par exemple. J'ai interviewé le chef des Khmers rouges à l'époque, etc. Donc, j'ai travaillé en Asie, j'ai travaillé en Amérique latine, j'ai travaillé en Europe, évidemment, et puis... à peu près, je pense que le seul continent que j'ai pas fait, c'est l'Australie. Okay. Ouais. J'ai envie de vous demander comment vous trouvez le journalisme aujourd'hui. Ah, ça a beaucoup changé. Bon, évidemment, il y a l'histoire de l'information continue qui a un peu, à mon sens, affaibli la qualité de l'information parce qu'on doit aller très vite. On ne fait pas les vérifications nécessaires très souvent. Et puis ça manque de... Je trouve que beaucoup de jeunes journalistes, malgré qu'ils soient très vaillants, n'ont pas la culture générale que les générations précédentes avaient. Et ça paraît parfois dans les textes. Donc je pense qu'il y a un appauvrissement, à mon sens, du journalisme actuel. Bon, il y a d'excellents journalistes encore, bien sûr, mais la tendance générale, étant donné aussi la crise que vivent les journaux, la crise financière économique, avec les nouveaux médias, etc., je suis en général assez déçu de la qualité de l'information. Et
Québec. On disait durant les élections de Donald Trump, les élections des États-Unis, que 20% seulement de la population faisait confiance aux médias corporatifs. Oui, ouais, parce qu'évidemment, il y a un grand travail de reconquête à faire au niveau de la presse en général. Je pense que les médias doivent faire leur examen de conscience et tenter de reformuler la façon de pratiquer ce métier, qui est de plus en plus difficile, évidemment, sur un plan économique et financier. Donc, en même temps, c'est un appauvrissement de la démocratie, à mon sens, parce que le quatrième pouvoir servait de garde-fou depuis toujours aux démocraties. Mais là, avec ce qui se passe, toute cette tendance de fausses nouvelles et les réseaux sociaux qui disséminent une information parfois douteuse, on ne sait plus discerner le vrai du faux, etc. Donc, je pense qu'on doit faire une réflexion là sur le métier, sur l'information générale. Oui, plus vous avez entendu parler de ça, de l'Écodex, qui avait été mis sur pied, c'était une application par le journal Le Monde. Ah non. Oui. Et ça n'a pas marché, c'est ça? Ben, c'est-à-dire qu'il se posait comme en juge, finalement, parce qu'il donnait une cote au site. Ah, on envoyait le lien du site, et puis il nous disait, ben, prenez garde, c'est une fausse nouvelle. Mais ils avaient mis le carnet de M. Sapir dans Prenez garde. Ben, c'est parce qu'ils ont aussi une posture politique. Hein. La pensée unique se tient... un peu la bien-pensance, etc. Oui. Le monde... Oui. Ben, surtout qu'on voit bien qu'ils se sont campés durant les élections aussi françaises. Oui. On voyait qui poussait, faisait pression pour quel candidat. C'était très clair, comme aux États-Unis, finalement. Oui. Comme on voit ici, non? Bien sûr. Ben oui, les journaux sont marqués ici, clairement, politiquement. Radio-Canada, c'est dans la charte de promouvoir... Voilà, c'est la doxa du multiculturalisme à outrance. Et puis... et notre disparition à nous. La dénationalisation du Québec, etc. Bien sûr. J'ai de la difficulté à écouter Radio-Canada maintenant. Ah oui. Ouais. Il y a eu une époque où les journalistes étaient beaucoup plus neutres et beaucoup plus professionnels, si vous voulez. Ben dans votre époque, à vous, c'était du journalisme, carrément. Oh, il y a eu de grands journalistes à Radio-Canada. Oui. Là, c'est... La mission d'informer n'est plus là. Non. C'est réussir à tenir debout, à tenir... Exactement, et souvent suggérer une posture politique, très souvent, et c'est toujours la même. Au Québec, on sait qui mène quoi. Oui. Alors, on peut penser, ne serait-ce que l'épisode sur la charte du PQ, les journaux étaient tellement colorés, Radio-Canada était tellement coloré que c'en était indécent. C'était de la mauvaise foi. Absolument. Oui, c'était atroce. Et je viens de vivre la même chose en Espagne, parce que j'arrive de 3 semaines en Espagne, et je lisais pendant le référendum catalan les journaux espagnols, surtout Le Monde, le Pays et le País, et c'était épouvantable. La coloration de l'information, qui était pro-gouvernementale Madrid, évidemment, et à tel point que je n'avais plus envie de les lire, parce que c'était... Même dans les titres, c'était biaisé. On parlait de la farce électorale, de la farce référendaire. Il devrait écrire propagande, ça nous sauverait du temps. Donc, il n'y avait pas d'espèce d'équilibre qu'on cherche normalement en journaliste, de donner les deux côtés de la médaille, d'informer. L'information est colorée, elle devient commentaire. Et c'est ce que je reproche aussi à beaucoup de nos journaux actuellement. Et ça finit que c'est les médias alternatifs, les gens comme nous, bénévoles, qui faisons l'information pour ceux qui sont payés, qui ne la font pas. Exactement. Mais on n'a peut-être pas la capacité de joindre autant de monde que ces médias extrêmement riches. On peut garder cette information-là comme étant... Il faut la sauver, l'information. On va voir où ça va nous mener, mais jusqu'à présent, les médias traditionnels en prennent pour leur rhume. Hein? Comment vous voyez ça? On commence un peu avec des sujets. Dans le fond, c'est le premier que je vous avais envoyé au début de la semaine. Oui, j'ai lu ça, c'est bien, on peut aller
À propos de M. Legault, d'ailleurs, vous avez écrit un livre. Oui. Le Mirage, François Legault. Oui. Parlez-nous donc, François Legault. Écoutez, pour moi, François Legault, c'est presque, je dirais, un peu le Parti libéral bis. Parce que cet homme politique, qui à l'époque était indépendantiste, a complètement viré capot, a renié sa propre pensée, et maintenant nous présente un programme politique qui est, pour moi, une coquille vide, dans ce sens que il n'y a pas de vision, il n'y a pas de grand projet de société. François Legault prétend s'attaquer aux vraies affaires, comme il dit entre guillemets, donc l'économie, la santé, l'éducation, en reniant toute la question nationale, qu'il avait pourtant défendue avec véhémence et grande conviction à l'époque où il était au PQ. Donc, pour moi, la CAQ n'a pas changé depuis sa fondation, même si en ce moment, on voit bien, elle connaît un certain essor, n'est-ce pas? Elle a l'approbation d'une partie de la population, on parle dans les 30% environ. Hein. Elle est même presque nez à nez et un petit peu en avance sur le Parti québécois au niveau des intentions de vote. Bon, on est à 1 an de l'élection, il ne faut pas prendre ça comme étant le verdict final, je ne pense pas. Mais en ce qui me concerne, la CAQ repose sur un grand malentendu, sur une supercherie, je dirais même une imposture, et c'est un parti qui n'a pas de profondeur en termes d'analyse politique. C'est un parti qui joue sur l'instant, qui joue sur l'opportunisme de telle ou telle politique. En ce moment, la CAQ a un peu le vent dans les voiles grâce à la très mauvaise performance de Philippe Couillard et du Parti libéral du Québec, il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas par ses propres mérites que la CAQ reçoit la plus populaire qu'elle reçoit en ce moment. C'est parce qu'il y a absence là, du côté du pouvoir. Et puis le PQ est en train de se redéfinir. Donc la CAQ en profite. Puis M. Legault est assez habile sur le plan c'est un excellent orateur pour parler au peuple. Il est populiste. C'est un parti populiste avec des politiques populistes à courte vue qui misent évidemment sur ce qui fait Flores à l'heure actuelle où l'on se parle, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de vision, il n'y a pas de grand plan de match. Pour moi, la CAQ, c'est ça. Et je peux comprendre qu'au sein de la population, la CAQ suscite un certain attrait, étant donné que les gens ont souvent l'analyse politique assez courte, très émotive, très instinctive. Et là, ils vont dire, ah ben, on est tanné des vieux partis, sans vraiment aller voir ce qu'ils proposent, sans vraiment plonger dans les programmes et la vision de ces partis-là. Je pense en particulier au PQ, là, qui est en train de se monter un programme très solide, à mon sens. Mais l'idée va rester, ah, le PQ, c'est un vieux parti, on est tanné de la chicane, on est tanné de l'indépendance, alors que, à mon sens, pour que le Québec progresse, je ne vois pas d'autre solution. Donc, mon jugement sur la CAQ, là, ça fait quoi, 10 ans, 7-8 ans que ça existe? 2012, 2011? 2011, oui. Non, avant ça. C'est avant ça, oui. Oui. Je l'avais mis dans votre... Oui, donc mon jugement n'a pas changé. Depuis Mais que non, j'ai écrit mais ce non, livre, c'est ça. j'ai relu des passages récemment et puis je me suis rendu compte que effectivement, on est toujours sur le même faux départ, sur la même ambiguïté. Est-ce qu'il a ramassé la balle identitaire un peu? Il fait ça? Oui, parce que parfois le PQ n'a pas fait son travail à ce niveau-là. Donc il a ramassé la balle. Mais encore là, il n'est pas très clair. Non. Sur la laïcité, il y avait une posture mitoyenne par rapport à Bernard Drinville à l'époque. Notamment pour les signes ostentatoires. Il préconisait que ce soit les employés de l'État en poste de pouvoir qui ne devraient pas porter le signe religieux ostentatoire, mais il n'allait pas plus loin. Mais ça aurait été une position acceptable là, pour une première étape. Oui. Mais effectivement, il va essayer de jouer cette carte identitaire. Je ne suis pas sûr qu'il va être capable de la jouer parce que, n'oublions pas qu'au sein de son parti, il
des forces fédéralistes et multiculturalistes importantes qui vont sans doute lui compliquer la vie à ce chapitre. Oui, c'est pour ça que c'est là, il y a un premier mensonge, là, un Québec fort dans un Canada uni, comme il voudrait, lui. C'est certain, là, maintenant. Ouais. Il est fédéraliste. Là, il est rendu fédéraliste, mais c'est une contradiction totale. Mais oui. Parce qu'il a dit souvent à l'époque, François, que le Québec était ingouvernable en tant que province, qu'il ne pouvait pas avoir les moyens, notamment économiques et financiers, de prospérer, de plonger dans le 21e siècle, de devenir un État ultramoderne, efficace au niveau de ses services, etc. Il l'a dit 1000 fois, il l'a répété, il a sur tous les toits, sur toutes les tribunes, hein, et après, tout d'un coup, il a changé d'idée carrément. Il a dit, bon, on va travailler à l'intérieur de la fédération. Mais ça ne peut pas marcher, M. Legault. Vous l'avez dit vous-même, vous l'avez expliqué vous-même. Oui. Ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est passé. Bon, d'abord, à l'époque, il était extrêmement vaillant à la Chambre des communes, excusez-moi, à l'Assemblée nationale pour défendre, je ne sais pas si vous savez, les fonds régionaux d'investissement, les fonds économiques d'investissement régionaux. Oui. Il s'était attaqué à ça parce que ces fonds-là, qui devaient normalement relancer les régions, étaient administrés par des gens du parti au pouvoir, le parti de M. Charest, le Parti libéral, et il avait décelé des conflits d'intérêts. Ces gens-là, n'est-ce pas, se subventionnaient quasiment eux-mêmes par des moyens détournés. Il avait été formidable. Puis du jour au lendemain, M. Legault a décidé de ne plus en parler. Il a renoncé parce qu'il s'est rendu compte, je pense que M. Sirois, son ami, était impliqué dans ces fonds-là. Pour protéger quelqu'un. Et là, il a reculé. Et puis après ça, il y a eu le fameux congrès de Bécancour du Parti québécois, je ne me souviens plus de l'année, c'est 2006 ou en tout cas. Et là, il a commencé à dire on devrait peut-être laisser tomber la question de l'indépendance du Québec. Et petit à petit, il s'est mis à reculer. Je pense que François Legault voulait accéder à des plus hautes fonctions. Il n'a pas été publicité, comme on dit à l'époque, et là, il a quitté la politique il y a quelque temps. Premier ministre? Il voulait devenir premier ministre, c'est clair. Il le veut encore d'ailleurs, mais dans un autre parti. Alors là, et puis aussi, il y avait eu des poursuites judiciaires intentées contre lui, mais il y avait l'immunité parlementaire. Oui, parce que les personnes impliquées dans ces fonds d'investissement avaient décidé de le poursuivre pour ses attaques contre elle. Okay. Mais il a versé un subpoena, il était au Salon Rouge à l'époque. Ses associés ont dit qu'il avait paniqué, qu'il ne voulait rien savoir, même si on l'assurait qu'il n'était pas en danger. Les députés reçoivent des subpoenas à la semaine longue, mais ils ont l'immunité parlementaire. Alors là, il a eu peur pour sa fortune personnelle, pour ses biens, etc. Et puis il a dit, je vais quitter la politique pour me refaire financièrement, etc. Et Air Transat? Air Transat, là, il a quitté aussi en mauvais termes. Je pense qu'il n'a pas annoncé la couleur lorsqu'il a vendu ses actions à ses associés. Bon, il ne se parle plus ces gens-là depuis. Donc, il y a eu un paquet de facteurs qui ont fait que d'autres mystérieux, d'autres très clairs, que M. Legault a quitté la politique pour revenir avec son ami M. Sirois, Charles Sirois, fonder la coalition pour l'avenir du Québec. Ça s'appelait comme ça à l'époque, avant de devenir Coalition Avenir Québec. Oui. Et c'était fédéraliste. C'était fédéraliste. En disant au début qu'on va remettre dans une dizaine d'années la question de l'indépendance. Mais plus on avançait dans le temps, plus il renonçait à cette question-là, clairement. Donc, c'est une incohérence, parce que ça va à l'encontre de sa propre analyse politique. N'est-ce pas? Bon, quelqu'un a le droit de changer d'idée. Mais il faut voir quel est ce changement, comment ça se fait. Mais c'est ça. Là, c'est trop radical pour que ce soit crédible. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, je pense que ses intérêts personnels ont primé. Et ses ambitions personnelles également. Ce qui est déplorable. Donc, évidemment, les gens vont mettre leur confiance dans un parti comme celui-là sans vraiment savoir, sans vraiment regarder son contenu politique, alors qu'il n'en a pas de contenu politique. Il n'est pas là pour défendre les intérêts du Québec. Non. Non, et puis il s'est contredit dans tellement de choses, la question des commissions scolaires.
qui, au début, il portait au nu les commissions scolaires, nos bonnes commissions scolaires. Puis c'est la seule façon d'administrer. Comment voulez-vous que nos écoles fonctionnent sans les commissions scolaires? Ils ne pourront pas choisir eux-mêmes leurs élèves, etc. Bon. Et plus tard, il voulait les abolir pour sauver, dit-il, 300 millions. C'est un peu farfelu et léger comme politique. C'est pas réfléchi. Et si jamais il s'échappe et il fait des comme on dit entre guillemets, là, des mauvaises des affaires de mon oncle, là, si jamais il fait ça, là, ça c'est ça qui peut le ruiner, lui. Oui, d'ailleurs, c'est Cornelier, le journaliste du Devoir, qui l'avait appelé mon oncle François. Ouais, François. À l'époque, parce qu'il voulait abolir les cégeps. Vous vous souvenez de cet épisode malheureux? Et là, bon, il a cessé d'en parler parce qu'il faisait un fou de lui-même. Exactement. Mais effectivement, parfois, il part sur des lubies de ce genre et ça démontre le peu de sérieux, le peu de profondeur de sa réflexion politique. Et ça peut arriver durant l'année qu'on va vivre. Ça peut arriver, je ne serais pas étonné que ça arrive. On ne sera pas personne étonnée, non, c'est ça. Puis, durant aussi votre carrière journalistique, moi, je veux beaucoup aborder le projet Standard qui vous a touché. Oui. Voulez-vous l'expliquer? Bien, il m'a touché, mais j'ai été informé que récemment de cette histoire-là. Oui. Lorsque c'est sorti dans les journaux, là, il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Bon, on m'a dit que, à l'époque, moi et mon collègue Joël Denis Bellavance à Ottawa, nous avions reçu un rapport secret du service de renseignement canadien sur Adil Sharkawi, lequel rapport expliquait que M. Sharkawi, à l'époque, avait un projet d'attentat terroriste à partir de Montréal, faire exploser un avion en destination d'Europe, etc. C'était noir sur blanc dans le texte des services de renseignement canadiens, document top secret, n'est-ce pas? Et nous avions publié l'information dans la presse. Et paraît-il que quelques semaines, quelques jours après, les services de renseignement ont porté plainte à la GRC pour demander que la GRC identifie notre source. Alors, vous savez, la source pour un journaliste, c'est son pain et son beurre. Si on se met à balancer nos sources à la police, on n'aurait plus de travail parce que personne ne va vouloir accepter de se confier à un journaliste. Donc, c'est l'essence même de la liberté d'information qui est en jeu dans une question semblable. Donc, paraît-il que pendant plusieurs jours, sans avoir l'aval de leur supérieur, la Gendarmerie royale canadienne nous a filé, Joël et moi, nous habitions à ce moment-là à Gatineau, au Québec, là, face à Ottawa. Mais je m'en suis pas rendu compte. Sauf peut-être une fois, j'ai vu une voiture, mais je n'ai pas fait le lien dans la maison, là, je ne sais pas ce qu'elle faisait là, en tout cas. Mais je n'ai pas fait du tout, ça ne m'a pas passé. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font là, ces mecs-là, mais c'est tout. Donc, je ne l'ai pas su. Mais il n'y avait pas grand-chose à filer, parce qu'à l'époque, je travaillais 12 heures par jour, hein, je partais très tôt le matin, je déposais ma fille à la garderie, j'allais au bureau, puis je revenais le soir, j'allais la chercher à la garderie, je rentrais à la maison. Donc, je sais pas, ils ont dû renoncer assez vite. Quoi qu'il en soit, les supérieurs ont interdit que la filature se poursuive à l'époque. Mais vous voyez, c'est déjà un accroc grave, à mon sens, à l'état de droit. C'est un accroc grave à notre système démocratique, où la presse en général a un rôle important à jouer pour protéger les citoyens, pour informer les citoyens des abus, des possibles abus des pouvoirs publics. Et je pense que l'information qu'on a diffusée était une information qui méritait d'être diffusée. Le public a droit de savoir ce qui se passe au niveau du terrorisme, hein, ou des velléités de terrorisme, peu importe. Donc, c'est extrêmement déplorable. J'ai lu aussi par la suite que le gouvernement du Canada avait fait des excuses aux journalistes, mais moi, personnellement, je n'ai jamais reçu d'excuses. Mon collègue en a peut-être reçu, mais comme j'ai pris ma retraite en 2009, peut-être que c'est arrivé après. Quoi qu'il en soit, ils n'ont jamais tenté de me contacter pour s'excuser. Donc, jusqu'à présent, moi, je considère ne pas avoir reçu d'excuses du gouvernement canadien là-dessus. Je vous l'annonce. Mais c'est très bien, parce que c'est ce qui est dit quand on lit là-dessus. Oui. C'est ça, mais c'est faux. Oui.
Alors, comme votre collègue, M. Bellavance, vous aussi, les sources, ce serait... c'est jamais, jamais, jamais on touche. Écoutez, on a été... je me souviens que Adil Sharkawi avait intenté des poursuites avec ses avocates à l'époque en cour fédérale pour que nous livrions nos sources. Oui. Et le procès a avorté parce que le gouvernement ou la justice lui a retiré son bracelet de sécurité, donc il a laissé tomber. Mais il voulait nous faire avouer. On est comparu à la Cour fédérale avec nos avocats, Maître Leblanc, qui est un grand spécialiste au Québec de la diffamation et puis de la défense des médias d'information. Et nous avions refusé de livrer toute information en ce qui concerne nos sources. Et on était même prêts, nous, à faire de la prison, s'il avait fallu. D'ailleurs, ça nous a valu le prix de la liberté de la presse de l'UNESCO à l'époque. Ah oui, ouais. Félicitations. Malgré nous. Mais oui, mais oui. Ouais. Mais on n'avait pas entendu parler de ça, de la poursuite de Sharkawi. Oui. Peut-être dans un petit temps encore, mais... Ah, je ne sais pas si ça a été publicisé des jours, je ne sais pas. Bon, c'était une poursuite contre la presse et contre Joël Denis et moi-même. Ouais. Quand vous avez pensé, quand vous avez vu Patrick Lagacé subir le même sort, puis il y avait 4 autres, là? Oui, il y avait plusieurs autres. C'est la même chose, c'est absolument inacceptable. Et ils avaient raison de se scandaliser aussi à leur tour et de dénoncer ces pratiques. Et c'est toujours ce qui se poursuit. C'est pas ce que vous dévoilez qui les inquiète. C'est ceux qui nous fournissent l'information. Oui. Exactement. Les énergies, le budget, tout est mis là-dessus. Oui, c'est ça. Tout à fait. Pendant ce temps-là... Bon, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire avec la source, peut-être la punir, mais c'est pas notre problème à nous. Non. Mais ça amène aussi le problème de la surveillance, là, au côté surveillance sur Internet, surveillance partout, là, dans le moment. Là. Actuellement, il y a une surveillance qui se fait par la police, j'en sais quelque chose, à cause de mon épouse, qui se fait par les services policiers sur les réseaux sociaux, parce que parfois, il peut y avoir des abus, n'est-ce pas, de certains groupes, soit d'extrême droite ou la gauche régressive, etc. Et ça, je suis assez d'accord avec ça. C'est une question de protéger le public en général. Absolument. Oui. Mais ça, c'est un autre dossier. C'est pas. Non, mais exactement, mais je peux comprendre. On avait commencé, nous, quelque chose à Montréal. On a fait un vendredi. Et les antifas se sont manifestés. Ah ouais? Ils ont menacé le propriétaire. Alors, le propriétaire nous a dit non. Et, bon, la censure à l'université, Mathieu Bocoté, Gilles Laporte, tout à fait. c'est parce qu'on est dans une ère d'attaque à la liberté d'expression. Ça vient de partout. On veut confisquer la parole à certaines personnes parce qu'elles ne pensent pas comme telle ou telle autre personne. Alors, pour moi, c'est pas ça une société ouverte, une société démocratique, une société où on se doit de débattre. Et on ne doit pas avoir peur du débat et de la contradiction, mais tout ça pacifiquement. Mais ces gens-là ne semblent pas comprendre cette réalité. Ils sont d'une violence par leurs actions, comme vous avez été témoin d'ailleurs, et que je considère inacceptable dans le genre de société dans laquelle nous voulons vivre. C'est comme vous parlez de la gauche régressive, c'est elle qui à l'université mène. Il n'y a aucun rapport de force. L'UQAM, personne ne s'est levé debout pour dire, écoutez, là... Non, mais ces gens-là intimident aussi. Qui est en arrière de ces gens-là? Ça, je ne connais pas les personnes individuellement, je ne saurais pas vous dire. Mais il reste un mouvement de fond là, qui existe actuellement et qu'on doit combattre à tout prix. On a vu qu'à New York, dès l'inauguration de Donald Trump, les rues étaient toujours pleines tous les soirs. Exactement. Il y a de la violence. On a vu que Soros était en dessous de ça, avec financement et tout ça, pour, comme on voit aujourd'hui, RT, Russia Today, ils ont dévoilé c'est encore financé par Soros. Une liste de 2500 noms d'invités qui ont passé là. Et ils disent que ce sont des idiots utiles. Ah bon? Il y a M. Trump, il y a Sanders, il y a M. Sapir, il y a plein d'autres gens qui sont passés à RT
Mais ils subissent le discrédit. Oui. Encore une fois, ça n'arrête pas là, depuis un mois. Là. Pour chasser, pour la propagande, la Russie est responsable de tout. Là. Si vous si vous échappez quelque chose à terre, tantôt, ça va être à cause de la Russie. Là. Exact. Tout à fait. Ouais. Ouais. Alors ça s'en vient aussi. Je ne sais pas chez nous, c'est comment. J'entendais des gens dire hier qu'on parlait seulement de politique internationale. Trouvez-vous que les Québécois parlent suffisamment de politique internationale? Non, j'ai toujours déploré qu'on Oui. s'en occupait pas assez. Ah oui. Mais disons que c'est un peu mieux qu'il y a 20 ou 30 ans, je pense. Par la force des réseaux sociaux, quoi, qu'on est... Oui, surtout. Parce que les journaux, il y avait à l'époque des années 70, des années 80, même au début des années 90, l'information internationale, c'était le parent pauvre des journaux. Hein. On ne donnait pas les moyens aux journaux réellement de faire de la couverture internationale avec notre angle à nous, celui du Québec. Souvent, c'était de l'écriture d'agences de presse qui se faisaient dans les journaux, etc. Donc, bon, moi, la presse, on était un peu plus chanceux parce qu'on nous permettait de faire des reportages à l'étranger quelques fois par année. Mais c'est une petite équipe. Hein. On était 3 ou 4, pas plus, à l'international. À l'époque, c'était pas beaucoup. Jamais vous êtes senti que quelqu'un vous dirait non, tu peux pas écrire ça, non. Non, c'est ça, je dois l'avouer. J'ai toujours été libre de travailler. Pour moi, c'était l'information qui passait avant tout. J'ai jamais eu de pression de mes employeurs pour écrire telle ou telle chose. Ça, c'est chapeau là-dessus. Je peux pas commencer aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Oui. Bon, on avait un syndicat, je pense qu'il est encore un syndicat très fort, là, qui nous protégeait bien de ce côté-là. Donc, mais en même temps, les bons journalistes étaient des faire-valoir d'une certaine façon, parce que ça donnait un certain prestige au journal, qui, lui, avait sa ligne éditoriale, qui n'allait pas dans le sens de la moitié de la salle de rédaction, hein, je vous le dis clairement. Oui. Mais bon, on était des journalistes, on faisait notre travail de journaliste à l'époque. Mais tu sais, les gens souvent me disent « Ah, vous autres, vous avez fonctionné, c'est la famille Desmarais qui vous disait quoi. » Jamais c'est arrivé, jamais. En 38 ans, là, c'est jamais arrivé. Tous les textes que vous avez... tout ce que vous avez fait. Oui. Très bien. Oui, vraiment, là-dessus, je suis ravi de ce parcours, si vous voulez. Oui, ça ne semble pas être la même chose aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne suis plus là, mais bon. Mais d'après ce qu'on lit, en tout cas. Oui, d'accord. Oui, c'est très tendancieux. Oui, c'est ça. En tout cas, en ce qui concerne les débats de société. Oui, hein, on absolument. toujours du même bord. Je me souviens, mon journal, à l'époque, ça s'équilibrait parce que tu avais des gens comme Folia qui faisaient l'autre côté de la balance, et puis encore Marie-Claude Lortie, à un moment donné, qui pouvait sévir, qui pouvait exprimer des idées contraires aux idées de Rimol Khoury, par exemple, ou de Cassivi, ou de d'autres. C'est ça. Et là, c'est plutôt... ça penche tout du même bord. Ouais. En tout cas, il faut vraiment chercher où s'informer aujourd'hui. Hein, oui, tout à fait. Auprès de qui. Ouais. Parlez-nous donc de M. Doucet. Vous avez fait un grand bout avec lui. Hein? Ah, Gilles, je l'ai couvert quand je suis arrivé à Ottawa en 97, il était là. Donc, je l'ai couvert pendant une dizaine d'années. Et puis, à l'époque, il ne savait pas mes orientations politiques parce que j'ai gardé mon droit de réserve jusqu'à la fin de ma carrière. Ah bon? OK. Les gens ne savaient pas comment je m'orientais politiquement. Moi, j'étais un journaliste, je faisais de l'information, point. C'est ça. Je gardais mes idées pour moi. Mais bon, après, lorsque j'ai pris ma retraite en 2009, il était encore là. Et c'est là qu'on a décidé de faire ce livre d'entretien. Parce que moi, j'ai fait mon coming out, si vous voulez. Oui, moi, je suis un indépendantiste. Je désire que mon pays, ma province, qui est une province encore, devienne un pays et que ma nation puisse s'émanciper au même titre que d'autres nations sur la Terre. C'est légitime de refuser d'être gouverné par un autre peuple, n'est-ce pas? Oui. Et de vouloir prendre ses propres décisions. Donc, je l'ai dit. Et j'ai fait ce livre avec Gilles. On a passé plusieurs semaines dans son bureau de la colline parlementaire. Magnifique bureau, l'emblissé, super. Tous les matins de 9h à midi. Pendant, je me souviens plus, presque un mois. 3 heures chaque jour. À discuter, je posais des questions, je répondais, on me ramenait
on me faisait heureusement la transcription des entretiens et à partir de là, on pouvait faire le montage du livre, on gardait des choses, on enlevait des choses. Donc ça a été vraiment une expérience passionnante avec Gilles. Et je suis devenu ami avec le personnage parce que c'est quand même quelqu'un qui a réfléchi, qui a des idées très précises sur beaucoup de choses. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, avec tout ce qu'il pense, mais je pense que dans l'ensemble, c'est un véritable indépendantiste. Comment avez-vous trouvé la période quand il s'est rapproché de Péladeau, quand Péladeau s'est présenté, il a gagné chef, puis là, ils ont fait une tournée. Là. Comment vous avez trouvé ça? En vélo? Oui. Ah, ben, moi, je trouvais ça bien qu'il se rapproche de Pierre-Carl Péladeau parce que Pierre-Carl Péladeau avait une position extrêmement tranchée pour l'indépendance du Québec. Il était là pour faire l'indépendance du Québec. Puis, il n'était pas là, Pierre-Carl, pour faire simplement un bon gouvernement, n'est-ce pas? Administrer une province. Oui, il était là lui, pour faire du Québec un pays. Oui. Donc, il a eu l'appui de Gilles, qui pendant longtemps, presque une vingtaine d'années, à Ottawa, Gilles, sans vraiment qu'il s'en rende compte, je pense. Et ça, il ne sera pas d'accord avec moi, mais il a fait fonctionner le système fédéral d'une certaine façon. Il a prouvé que ça pouvait marcher un peu, hein, parce qu'il jouait le jeu. Moi, j'ai été plus carré avec les partis fédéralistes que lui, il a été. Mais bon, c'était sa façon, il était un pacifiste, c'est quelqu'un qui voulait gagner par les idées les gens à son point de vue. Vous aviez déjà discuté de ça avec lui? Oui. J'ai même dit, quand on faisait le livre, écoute, ce serait pas mieux de plier bagage. Comme ça, les polarités seraient très claires. Et si vraiment il y avait affrontement, à ce moment-là, les gens pourraient prendre une décision en connaissance de cause, parce que là, il n'y a plus personne pour faire marcher le système du Québec à Ottawa. Alors il a dit, non, moi, je suis contre la politique de la chaise libre. C'est important qu'on soit là pour défendre nos intérêts, etc. Mais en même temps, tu fais marcher le système aussi, d'une certaine façon. Ah oui. Tu maintiens le lien canadien. Oui. Hein? Oui. Donc, tout ça est discutable, évidemment, mais lui, il est persuadé qu'il faut être à Ottawa. Mais, moi, je ne suis pas sûr. Non, justement. Mais on a eu en entrevue, on l'a fait trois entrevues avec Maître Néron, Christian Néron. Ah oui, qui est assez catégorique. Oui. Ouais. Oh, oui. Ouais. Lui, c'était la signature en 60 que c'était fini pour nous. En 82, là? En 67, en 1867. Ah quand oui, on a signé, oui, là, ça, je connais sa posture parce que j'ai été, pendant quelques années, président de la Société des Amis de Vigile, et c'était un de nos collaborateurs importants, donc il écrivait souvent des textes. Oui. Puis c'était l'année du 150e, alors on l'a fait parler pour nous donner de l'information. Personne ne connaissait ça. George Brown. Ah non, oui, bien sûr. Encore, il y a un nouveau billet de 10 $. Vous allez voir dessus, il y a John A. McDonald. Ah oui. Ouais. C'est parce qu'il est présentable, mais c'est pas lui. Lui, il a embarqué sur le bateau qui était déjà en marche. Oui, c'est ça. Ouais. Mais George Brown est arrivé ici, puis il a même fondé son journal avant. Ouais. Il a fait sa propagande, puis on aurait dit que c'était son destin de faire... il est arrivé ici, puis il voulait absolument faire une colonie. Du Québec. Ben oui. Oui. Alors, il l'a fait. Comme on n'enseigne presque plus l'histoire, tout ça n'est pas connu de nos concitoyens, malheureusement. C'est une tristesse, comme dirait. Oui, mais il faut continuer. Moi, je me dis qu'il faut absolument. Oui, il faut continuer. Puis, M. Duceppe aussi, il dit à propos du référendum ou de la souveraineté, ça m'arrive souvent, que le Québec devrait être reconnu internationalement avant. Qu'est-ce que les... Bon, évidemment, je pense que ce qu'il veut dire, si j'ai bien compris, c'est qu'il cherche des appuis, n'est-ce pas? Il faut, comme M. Parizeau avait fait, se garantir certains appuis. On avait eu la garantie de la France à l'époque qu'elle allait reconnaître, ce qui est peut-être moins sûr aujourd'hui, qu'elle allait reconnaître l'indépendance. Exactement. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut tisser des liens. D'ailleurs, c'est ce que faisaient beaucoup les députés du Bloc québécois à l'époque. Ils étaient très actifs sur le terrain de la diplomatie, avec les ambassadeurs de tous les pays arabes, des pays européens. Ils participaient au fameux
comment ça s'appelait, les groupes parlementaires, là, vous savez, il y a des associations parlementaires, France-Canada, Oui, Espagne-Canada. Donc, les gens du Bloc étaient très actifs et tissaient des liens avec les diplomaties étrangères, ce qui était Un rapport pour très grosser bien. les rapports de Ouais. force. Mais ils étaient nombreux, ils pouvaient le faire. Là, ils Oui. sont combien? 10, 11? Oui, c'est ça. C'est pas beaucoup. Ils sont même pas 12 Ils sont encore. 11, c'est ça. Donc là, c'est difficile d'être partout à la fois. Mais c'est sûr que dans la stratégie de l'indépendance, il était nécessaire d'aller chercher des appuis internationaux. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec lui, bien sûr. Est-ce que c'est pas un petit peu, là, juste pour faire un Oui. saut vite en Catalogne, qu'est-ce qui me leur manque? Ils Oui, ont- bien sûr, ils n'ont aucun appui. Ils n'ont pas construit des assises sur le terrain international. Et l'Europe est absolument abominable actuellement dans son attitude parce qu'elle regarde ailleurs. Oui. Hein, Oui. pour des questions bassement économiques et puis aussi pour des questions de politique interne. Ils ont peur que les Bretons se séparent, ils ont peur que les Basques se séparent, etc., etc. Donc, ils ont peur que l'effet Catalogne soit un effet multiplicateur au niveau des revendications indépendantistes. Oui, que ça se mette à faire comme des dominos. Là. Exact. Mais d'un autre côté, en prenant cette position politique-là, ils renoncent aux valeurs véritables de la démocratie. Parce que le droit de vote, c'est une valeur de la démocratie. Et pourquoi tolère-t-il que l'on empêche un peuple pacifique Oui, puis à part ça, d'aller voter? au lieu d'avoir, comme le référendum, ils l'ont mis illégal dès le départ. Oui, Alors pourquoi ne pas l'avoir laissé exactement. être? Mais Non, ils ont agressé, c'était une Absolument. agression de masse. Oui, oui, 800 quelques personnes. Ouais. Donc, il y avait des relents de franquisme là-dedans. Il y avait une tendance naturelle au fascisme qui est remontée à la surface et qui est déplorable. Il y en a qui aiment ça, hein? Ouais, Ils sont ouais, sadiques un peu, là. Oui, absolument. Parce que Roger, il aurait pu laisser faire. Puis simplement ne pas reconnaître le lendemain. Sur le plan politique, il aurait pu faire ça. Ben, Donc, c'est c'était des gens inutile comme vous d'envoyer- et moi, le calme et tranquille, qui se promenaient dans les rues, là, Ouais. qui allaient voter. Donc, ce qu'il a fait, il a été très malhabile parce qu'il a exacerbé le désir d'indépendance en Catalogne. Même les gens qui n'étaient pas Absolument. indépendantistes, plusieurs, Oui, oui. ont décidé de virer capot À en raison de 45%. l'attitude de Madrid. Et bien voilà. sûr. Ouais. Et aujourd'hui, il vient de dire qu'il dissout le gouvernement Ouais, de il la dissout Catalogne. le gouvernement, donc le gouvernement n'a absolument aucun pouvoir là, maintenant, sauf symbolique. Mais là, on attend une déclaration de Puigdemont. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il va peut-être déclarer l'indépendance carrément, là. Ou il va prendre encore une posture pacifiste, mais là, il risque de perdre des appuis. Là, il va perdre Dans ses son appuis. camp, donc, Oui. On Je connaît pense ça, hein? que l'approche légaliste, là, ça ne vaut plus rien en ce moment. Ce n'est pas de L'effectivité. force. Oui, Ouais. Mais espérons que ça ne va pas tourner à la violence. C'est ça. oui. Oui. Sacha A. Gauthier, c'en est un autre, ce qu'on a interviewé. Vous connaissez? Non? OK. Lui, il est pour l'élection. J'espère que je le dis bien. L'élection référendaire. Oui. Oui, comme option nationale à l'époque, Ouais. quand elle existait. Là. Ouais. Ben, elle existe encore, du dans le congrès. Mais c'était les plus. À l'époque aussi, c'était une époque, ON, c'était les plus déterminés à faire Ouais. l'indépendance. Oui, absolument. Mais bon. Aujourd'hui, ils ont pas d'appui M. populaire. Ossan nous dit qu'on peut attendre encore 20 ans avec les libéraux. On comprend pas très bien, hein, Non, qu'est-ce qui moi se non plus, passe. j'arrive pas à suivre. C'est demi-déclaration, parce que c'est pas clair. Puis c'est quand même un type qui a étudié dans les plus grandes. Oui, Comme M. Parizeau, beaucoup de talent. Jean-Marie Ossan. Jean-Marie ou Jean-Marc. Jean-Marc. Ossan, oui. Non, c'est sûr que c'est un gars extrêmement talentueux, mais là, je comprends pas trop où il se situe politiquement actuellement. Puis, quand on... vous avez vu l'étude aussi a été publiée sur Vigile, l'étude qui dit que canadienne-française, mettons, le québécoise francophone. Oui, j'ai vu ça. Qu'on disparaissait d'ici 35 ans, c'est ça? Ou de 2035? Oui. Oui, j'ai vu ça. C'est alarmant, c'est inquiétant. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à se battre là en ce moment. Mais surtout, il faudrait commencer à avoir... faire peut-être des enfants, mais on ne peut pas rattraper la courbe. Là. Non.
Mais qu'est-ce qui incitait avant? Il y avait une discipline communautaire, on dirait. Une discipline des citoyens. Oui. D'être... de s'impliquer. Peut-être parce que là, on est tellement nombreux on se dit, ben, le voisin va le faire, ou le voisin va le faire, j'ai pas besoin de le faire. On est recentré sur nous, mais on s'occupe plus de rien. Ça s'appelle, madame, le confort et l'indifférence. Le confort et l'indifférence? Oui, le fameux film. Effectivement, les gens s'occupent de leurs petites choses personnelles. Là, ils ont de moins en moins de conscience politique. Et dans le temps... Et c'est déplorable et c'est suicidaire. L'Église jouait ce rôle-là. C'est pour ça qu'aussi, à un moment donné, on a trouvé ça pesant, les femmes, de se faire dire par l'Église. Oui, absolument. Il y a eu une déchirure, mais tout est à lâcher. Et cette discipline-là, que d'autres communautés ont, on voit, c'est frappant, c'est tous les jours qu'ils renouvellent leur engagement, leur communauté, soit par le lieu de culte, soit par... on a beau dire, mais c'était... Ils se montrent responsables de leur communauté. Bien sûr. Comment vous trouvez, nous, les Québécois, qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est? Dans quel sens? Dans le sens, en comparant les autres communautés qui s'installent chez nous, qui s'occupent tellement de leur communauté, alors que nous, on ne s'occupe pas de la nôtre. On va devenir une communauté parmi les autres. Là. Exactement. Non, je pense qu'il faut réagir, c'est clair. D'abord, il faut prendre des mesures en ce qui concerne l'immigration pour gérer notre immigration de façon intelligente, selon nos capacités d'accueil. Que voulez-vous? Ça sert à quoi de ne pas gérer l'immigration en fonction de nos capacités d'accueil? Ça sert à créer un chaos éventuel social qui va être grave parce qu'on va créer davantage de pauvreté, de paupérisation, on va créer davantage de conflits. Donc ça, il faut être sérieux là, à ce niveau-là, comme d'autres pays le sont. Il faut gérer notre... Est-ce qu'on a déjà un exemple, quelque part, qu'on peut regarder, d'après vous, qui... Peut-être aller voir dans les pays scandinaves là, comment ça se passe. Là-dessus, je ne suis pas très bien informé. Reste que on ne peut pas ouvrir les portes comme on le fait actuellement. C'est ridicule parce qu'on n'a pas les moyens. C'est 4 milliards par année. On ne rend pas service à ces gens-là et on ne se rend pas service. Hein? Non, absolument pas. Trop. Mais là, c'est trop tard, c'est fait. Oui, il y a peut-être moyen de renverser la vapeur, d'avoir des politiques plus intelligentes à ce niveau-là, au niveau de l'intégration. Nos politiciens ne font rien. Non, ils ont peur de toucher à ce dossier-là, ils ont peur de perdre des votes, ils ont peur de ne pas être à leur siège lors du prochain gouvernement, donc ça c'est terrible. Alors, comme je vous disais tout à l'heure à propos de la CAQ, souvent, l'état de la politique actuelle au Québec, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vision à long terme, d'analyse. Quel genre d'État on veut se donner? Dans quel genre de pays veut-on vivre? Comment veut-on y vivre? On ne va même pas voir les jeunes. Non, alors on ne pense pas à long terme, on est toujours dans le court terme. Oui. Mais dans le court terme... le profil de court terme. C'est catastrophique. Ça fait... Il y en a qui vont nous dire, ça fait plusieurs fois qu'on dit que c'est catastrophique. Oui. Puis on s'en sort toujours. Écoutez, il y a bien des peuples qui sont disparus sur la Terre aujourd'hui. Hein. Alors, moi, je ne serais pas si optimiste que ça. Si on ne s'occupe pas de nous, si on ne s'occupe pas de notre survivance, en quelque sorte, parce qu'on en est rendu là. Hein, c'est une question existentielle. De survie, bien sûr. De survie. Ben, on va disparaître, c'est clair. Et tous ceux qui ont travaillé avant nous là, pendant 400 ans à construire ce pays, là, ont fait pourquoi? Pour rien, peut-être? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que nous sommes une richesse, que notre langue est une richesse, que notre culture est une richesse. Notre façon de voir le monde est importante. Elle apporte quelque chose d'important aux autres nations et que l'on doit préserver cette richesse-là. Donc, pour moi, il y a une seule solution, c'est l'indépendance. Puis, pour pouvoir participer au concert des nations, ce que dit souvent, d'ailleurs, l'ancien premier ministre Bernard Landry, il faut d'abord exister. Hein? Les gens nous disent « Ah, mais aujourd'hui, c'est la mondialisation, il n'y a plus de frontières. » C'est faux. Il y a plein d'États dans le monde, il y en a plus de 200. Et ces gens-là, s'ils peuvent participer au concert des nations, on va leur mot à dire.
C'est parce qu'ils existent en tant que nation, en tant que... Alors c'est la même chose pour le Québec. On doit naître à notre existence et ça va être plus facile de participer au concert des nations. Exactement, mais dans le moment, quand on dit qu'on est fier d'être québécois, on se fait traiter de xénophobe et de... Oui, mais il ne faut pas tomber dans ce panneau-là, c'est trop facile, ça. Oui. Vraiment... Ça ne résiste pas à l'analyse, là, franchement. Et c'est ce de l'intimidation, carrément. Oui. On est dans un discours simpliste. Oui, absolument, ouais. Mais qui a conduit le premier ministre à vouloir mettre sur pied une commission qui maintenant change de style. Comment vous trouvez ça? Ben là, c'est clair que c'est pour des raisons électoralistes. Il courait à sa perte. Hein. C'était rejeté, mais c'était très sain d'ailleurs, cette réaction-là, par la majorité non seulement de la population, mais à ma grande surprise, même les médias. Tous les médias traditionnels, incluant la presse, ont rejeté cette approche qui est complètement folle, hein, qui est un procès de la population québécoise. Mais c'est vraiment ce que avec les conclusions tirées d'avance. Oui, n'est-ce pas? Absolument. Bon, c'est pas acceptable. Mais quel manque de maturité politique que de faire une chose semblable. C'est notre premier ministre? Ben oui, pour aller chercher une poignée de votes, peut-être. C'est un manque d'analyse, c'est un manque de conscience sociale. Écoutez, s'il y a un peuple accueillant, s'il y a bien un peuple accueillant, c'est le peuple québécois. Hein. Dans l'histoire. Ben, oui, dans l'histoire. D'une gentillesse, d'une générosité qu'on ne voit pas toujours ailleurs. Monsieur Léa, cette semaine, à Voix une bascule, il disait que il y avait quoi qui se passait, qui s'était passé. Même les députés, là, ils n'en pouvaient plus, les libéraux. Oh, c'est sûr qu'à l'intérieur... Ils veulent le faire sauter? Mais ils ont eu l'exemple de Louis Hébert. Là, ils ont dit, merde, c'est ce qui nous attend en 2018 si on continue dans cette voie-là. Alors, c'est sûr qu'ils ont sonné les cloches au premier ministre en coulisses. Parce que, écoutez, le changement a été 180 degrés. Hein, il a mis Hortel là, puis Hortel était avec un nouveau discours. C'est ça, il a fait son petit... Exactement, parce qu'il courait assurément à sa perte avec ça. Ils vont le laisser là, ceux qui le... Je ne sais pas, ça je ne saurais pas vous dire. Qui vous voyez à sa place, sinon? À la place de M. Couillard? Franchement, je ne le sais vraiment pas. Moreau? Ben, il y a Moreau qui est en file d'attente. Hein? Je ne sais pas si Fournier a des ambitions également. Hein? Mais bon, c'est pas fort comme état-major. Hein? Non. Comme succession, parce que l'équipe est faible. En général, l'équipe est très faible. Oui. Le Parti libéral. Il n'y a pas des... Tu sais, des gens comme Stéphanie Vallée, comme Mme Veil, c'est pas fort. Christine Saint-Pierre, ou Mme Charbonneau, c'est des catastrophes. D'autres, Mme Thériault, là. Il y a eu DeSantis, il y a eu l'intelligence de s'en débarrasser, mais ces gens n'ont pas le niveau pour exercer ça. Oui, mais ils ne sont pas là pour avoir un niveau. Non, bien sûr, ils sont là. C'est des pions. Exact. Des plantes vertes, comme on dit. Des plantes vertes qui ne sont pas menaçantes. Non. Exact. Oui, exactement. Bon, c'est la priorité, ça, dans le moment? C'est de sortir ce parti-là du pouvoir? Bien sûr. Pour moi, en tout cas. À n'importe quel prix? C'est la priorité. Pas à n'importe quel prix. Non. Moi, je ne suis pas prêt à voter pour la CAQ pour remplacer... non. Moi, je veux continuer à tenter de faire élire mon parti, d'ailleurs. Maintenant, je suis membre du parti. Je suis même dans l'exécutif de Trois-Rivières. Donc, pour moi, la lutte se situe au niveau de mon parti, bien sûr. Vous êtes encore en train de... il faut battre. Oui, exactement. Et il faut convaincre les gens qui veulent voter la CAQ de venir de notre côté parce qu'on a un plan beaucoup plus solide et plus intelligent. Qui va nous l'expliquer de façon à ce que ça devienne... Qui a cette je pense, charisme ou façon de facilité? C'est toujours le défi. Hein? C'est pas facile. Monsieur Legault a plus de facilité pour parler au monde ordinaire que Jean-François Lisée, par exemple. Mais Jean-François a des ressources, il est extrêmement intelligent. Ah oui, et c'est ça. Il rebondit tout le temps. Oui. Vous avez vu ce qu'il a fait du congrès du PQ national. Hein? Il a mis tout le monde d'accord. Les gens sont sortis de enthousiasmés, très contents. Et moi, je pense que d'ici l'élection, il y a le temps de faire le travail. Enfin, on va donner la chance au courant. Hein? Oui, c'est ça. Puis on va lui demander à un moment donné, parce qu'elle voulait faire du français de la langue d'État. Oui. Il faut. Depuis l'édit de... Comment ça s'appelle? De Cotteret, c'est 1763. Oui. Ça n'a pas été changé. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est M. Néron qui explique ça, je pense. Exactement. Voilà. Puis M. Pomerleau aussi. Et puis, c'est ça. Il dit à la fin, dans son paragraphe, une langue commune. Non.
Non, que ce soit la Oh, langue excusez. française. Vous savez, avec le cas de QS, ça a été fait, le prix a été payé de cette circonscription-là. Il fallait qu'il fasse la démonstration, c'était le mauvais coucheur. Le mauvais coucheur, c'est QS, c'est pas le PQ. Tout à fait. Là, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire, là, c'est de mettre sur pied des choses, là. Mais on le voit, on l'entend pas beaucoup. On l'entend, oui. Oui. Il est à l'Assemblée nationale, mais qui suit les travaux de l'Assemblée nationale? C'est tous les jours qu'il faudrait qu'il soit. Oui. Là-dessus, depuis le début, ils ont des difficultés à prendre le devant de la scène, sur le plan des coms. Est-ce que vous pensez qu'on leur donne pas le micro ou c'est. On leur donne pas facilement le micro, mais il y a toujours moyen de se faire voir, comme on dit. Hein. À la fin de la course, la chefferie, là, ils lui ont donné. Ben oui, c'est une question de com, c'est une question de stratégie, bien sûr. D'argent? D'argent, oui, mais je pense que le PQ s'en tire bien de ce côté-là. Davantage que la CAQ. Oui. Plus facile de ramasser de l'argent pour le Parti québécois. Le parti, la CAQ, j'ai oublié de vous demander ça tantôt. Oui. La CAQ, c'est François Legault? Dans quel sens vous me demandez ça? Si Dans le sens que le parti, c'est la personne. Ouais. Non, dans le sens que, comme Le FN, c'était Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Oui, c'est François Legault, bien sûr. C'est son bébé. Puis il n'y en a pas d'autres qui sont aussi... il y avait Sylvie Roy qui a obtenu la commission Charbonneau qui est décédée. Exact. L'autre qui était journaliste aussi avant à la télé, je me souviens pas de son nom, là. Elle a des bonnes interventions. Deltay, vous parlez? Non, pas Deltay. Ah, c'est une femme? Oui. Ah oui, OK. Mais c'est à peu près la seule, les autres, hein? Ouais. Ben, il y a eu l'autre, comment ça s'appelle? L'autre, Mme Roy, là, qui est très bonne. Oui, c'est ça, Nathalie. Nathalie Roy, elle est excellente sur la... Oui. D'ailleurs, je me demande pourquoi elle n'est pas au PQ, parce qu'elle a un discours qui se rapproche du PQ. Exactement. Elle a souvent dit, d'ailleurs, qu'elle était au mauvais parti. Oui? Oui, les gens... Elle se les fait dire, disons. Ouais. Donc, vous savez, mais il n'y a pas... Vous savez, puis les bons candidats de la CAQ, ils s'en vont au Parti libéral. Hein, comme M. Barrette, comme Mme Anglade. Là, ils quittent. Donc, c'est... Les bons éléments, vous dites? Oui, c'est ça. Bon, enfin, disons ceux qui ont un peu plus de prestance. En traversant au Parti libéral, ils deviennent ministres. Bien sûr. Donc, vous voyez, il ne peut pas garder son monde très longtemps, M. Legault. C'est l'école, le club école. Exact, oui. C'est un peu ça. Je vous l'ai dit au début de l'entrevue. Oui, exactement. Pour moi, c'est le Parti libéral bis. Et le QS, c'est l'allié objectif. Du Parti libéral, tout à fait. Vous avez raison, bien sûr. Avec ses politiques. Le QS, Québec solidaire, pour moi, là, leur politique, je la résume très, très succinctement. Le paradis terrestre avant l'indépendance. Donc, on va attendre longtemps. Avec des licornes? Ah oui, peut-être. En tout cas, il y en a un autre sujet que je voulais aborder, c'est le déshonneur des libéraux. Oui. Voulez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, parce que je pense que en adoptant cette stratégie de vouloir se gagner le cœur des Québécois par la propagande, n'est-ce pas? Je pense qu'ils se sont déshonorés, d'autant plus que cette stratégie-là a mené à une corruption sur une vaste échelle pour financer par la Banque le Parti libéral du Canada à l'époque. On donnait des commandites à certaines personnes qui avaient des compagnies, soi-disant. Une partie de l'argent, et ça a été démontré dans la commission Comrie, a été détournée vers les fonds du Parti libéral. Marc-Yvan Côté, ça s'appelait là-dedans. Oui. Bon, des belles enveloppes pleines de cash distribuées à gauche et à droite. Donc, je pense que les libéraux, le Parti libéral, à l'époque, c'était sous Jean Chrétien, s'est déshonoré avec cette idée de vouloir convaincre les Québécois en affublant tous les édifices publics du Québec de drapeaux canadiens. C'était d'un ridicule consommé. D'ailleurs, à l'époque, j'avais posé une question à Stéphane Dion, qui était ministre des Affaires intergouvernementales, qui avait assisté à y participer, même témoigné, je pense, à la commission Conway. Qu'est-ce que vous pensez de
cette idée de vouloir gagner le cœur des Québécois par une propagande. Ah, dis-moi, j'ai jamais été partisan de ces méthodes pavloviennes. Pavlovienne. Mais c'était très bien dit. Absolument. Oui, absolument. Ouais. Donc, lui, il n'était pas d'accord, mais bon, c'est pas lui qui décidait. Hein. Ça avait commencé avec une espèce de comité mis sur pied par Jean Chrétien, présidé par le président du Conseil du Trésor, Marcel Massé, à l'époque. Donc, il devait trouver des idées pour susciter le sentiment patriotique des Canadiens et des Québécois en particulier. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils avaient imaginé cette espèce de campagne de propagande au Québec, qui est pour moi d'un ridicule consommé et qui a coûté des centaines de millions de dollars aux contribuables, n'est-ce pas? Et puis qui a servi à financer les bases œuvres du Parti libéral du Canada à l'époque. Voilà. Parce que le Parti libéral a déjà été... il y avait des fédéralistes qui étaient peut-être même plus indépendantistes que nous dans le temps, hein? Peut-être, oui. Monsieur Lesage, puis... Oui, absolument. Mais ce qui était intéressant aussi de voir pour la raison pourquoi cette commission d'enquête a été mise sur pied, c'était lié directement au conflit interne du Parti libéral, c'est-à-dire à la grande bagarre qu'il y avait entre Paul Martin et Jean Chrétien à l'époque. Ouais. Ils ne s'aimaient pas, ces deux-là. Ouais. Et M. Martin était devenu premier ministre et c'est lui qui a décidé contre Jean Chrétien de la mise sur pied de la commission. Et M. Chrétien a tout fait par la suite, de souvenir avec ses avocats, pour Oui. discréditer le juge John Gomery, n'est-ce pas, le faire tomber pour que la commission s'effondre et n'arrive pas à ses fins. Il n'a pas réussi. Mais donc, c'est très complexe comme histoire. Mais vous dites que John Gomery a ménagé Paul Martin. Ben, Paul Martin a créé la commission. Hein? Mais il n'est pas sûr que Paul Martin, malgré ses dires, n'ait pas été au courant de ce qui se passait à l'époque, parce que il était présent le 1er février 1996 au ministère des Affaires étrangères à Ottawa, lorsque Jean Chrétien a convoqué son conseil des ministres et puis tout l'état-major du gouvernement pour décider d'une stratégie d'unité nationale. Il était là, Martin. Il devait être au courant un petit peu. Hein? Puis, bon, il y a eu aussi des contacts avec des gens qui ont été impliqués dans le scandale des commandites, qu'on n'a pas creusé la question à fond, dans le sens qu'on ne l'a pas interrogé vraiment, on ne l'a pas torturé, si vous voulez, lorsqu'il est allé témoigner en commission parlementaire. Non, puis sa compagnie de bateau, on a laissé ça tranquille, là, les paradis fiscaux. Oui, la Canadian Steamship Line, oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est envolé comme un nuage. Bien sûr. Donc, il y aurait encore des choses à sortir sur cette histoire-là. Oui, c'est ce que vous dites. Hein? Exactement. Bon, ça prend des moyens, ça prend du temps, de l'énergie, évidemment. Puis, mais par contre, ce que vous avez fait, c'est que Ouais. vous avez réuni toute l'information. Ouais. Dans un même endroit. Oui, parce que j'ai eu la chance, grâce à mon journal, d'être là tous les jours pendant près un an qu'a duré la commission, sauf les dernières semaines à Montréal. J'étais dans la salle présent, donc j'écrivais tous les jours là-dessus. Donc ça m'a permis de ramasser l'information puis de parler aux protagonistes de cette histoire-là. Donc c'était une chance. J'ai dit, est-ce que je vais laisser tout ça dans mes classeurs? J'ai dit non, finalement, j'ai décidé de publier, de ramasser ça le mieux possible, publier un livre qui donne 350 pages. Je pense que mon éditeur en a coupé au moins une centaine. Ah oui! C'était gros, là, puis Ouais. c'est vrai que ça devenait un peu lourd. Là. OK. C'est bien la façon dont c'est Ouais. sorti. Ça s'appelle comment? Le déshonneur des libéraux? Oui, le scandale des commandites, c'est ça. Le scandale des Chez commandites. VLB, VLB, oui. oui, à l'époque, qui a publié. Oui. D'ailleurs, c'était sous la direction de Jean-Yves Soucy, qui malheureusement nous a quittés la semaine dernière. Vous savez, ce magnifique écrivain qui a écrit Un Dieu chasseur à l'époque. Ah. Très, très beau roman. Ça manque à ma culture, celle-là. Mais... Demain, je m'en vais, c'est funérailles. Ah, demain, vous y allez? Montréal, Les repos. Ah oui? À quel repos en paix? oui. C'est... Et il a publié d'ailleurs Ma vie à contre-corps de Julien. Oui? C'est lui. Ah oui, ok, bon. Oui, d'accord. Ouais. Ah oui, j'ai pris ça sur votre page Facebook. J'ai une page Facebook? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'oubliais. Non, Bon, mais c'est quelque chose, vous dites remarquable texte, criant de vérité. Ouais. Vous parlez du texte de Robert Laplante. Ah oui.
de l'Action nationale. Coupable d'exister, oui. C'est c'est le dernier numéro de l'Action nationale Oui. sur l'éditorial. Un top. Oui, mais qui dénonce justement le projet de Couillard de mettre sur pied cette fameuse commission sur le racisme, entre guillemets, j'insiste, systémique, n'est-ce pas? Et effectivement, c'est une grande entreprise, comme dit Robert Laplante, magnifique analyse, magnifique écrivain d'ailleurs, de dénationalisation du peuple québécois. Hein. On va nous culpabiliser de ce que nous ne sommes pas. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé sa façon d'expliquer la chose. Et il rapproche, il dit de Philippe Couillard qu'il est trudeauiste radical. Absolument, parce que Philippe Couillard, c'est la doctrine du multiculturalisme canadien. Donc, nous sommes un groupe ethnique parmi tant d'autres. Nous ne sommes pas une nation dans la vision politique de Philippe Couillard. Donc, dans ce sens-là, il est trudeauiste. Trudeauiste, vous le savez, Trudeau, il a dit, le Canada est un État post-national. Donc, M. Couillard est dans ce courant de pensée qui ne va pas nous mener bien loin, à mon sens. Hein, en tant que peuple, c'est carrément nier notre existence. Mais là, on parle de la mondialisation. Ah, encore là, la mondialisation, pour moi, c'est une aberration dans le sens qu'elle n'existe pas en tant que telle. On retourne de plus en plus aux nations en ce moment. Oui, bien, regardez, oui. Il y a eu le Brexit, il y a eu plein de choses. Oui. Il y a eu la création des nouveaux États en l'ancienne Yougoslavie. Je pense qu'on ne doit pas oblitérer les richesses que représentent les cultures et les nations au profit d'une espèce de mondialisation qui est, pour moi, davantage de consommation. On achète de plus en plus de bébelles, mais à ce moment-là, on renonce à l'âme des peuples, on renonce à la culture, on renonce à la grandeur de l'être humain qui, depuis des millénaires, réfléchit sur sa condition, hein, qui a fait des choses magnifiques comme le siècle des Lumières et la Renaissance. Et là, on voudrait que tout ça disparaisse au profit du commerce sans frontières. Mais c'est ridicule. Oui, puis la gauche et les néolibéraux, je voudrais dire, là, se rapprochent là-dessus. Bien sûr. Il faut Bien tout sûr. balancer le passé. Là, Oui. Au nom d'une espèce de vertu complètement illusoire. Aucune frontière. Aucune frontière, non, c'est ça. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. La capitale Ouais. passe, puis c'est... Et ça va loin, madame, ça va Oui. jusqu'à tolérer l'intolérance. Ah oui, oui. Hein? On le voit avec l'islam politique. Le refus de reconnaître l'existence de l'islam politique, pour moi, c'est suicidaire, encore une fois, c'est criminel, et c'est extrêmement dangereux pour la survie de notre civilisation. Je n'ai pas nommé l'ennemi, c'est... Ah ouais. Lui... Oui, on refuse ce terme, hein, islam politique. Pourtant, il se manifeste tous les jours maintenant. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que moi, je suis un fervent partisan de la laïcité. la laïcité, voilà. Sans adjectif. Mais elle est mal comprise. Elle est mal comprise même par la... Bien sûr. Elle est détournée de sa véritable nature. On la définit de façon à en faire ce qu'elle n'est pas, bien souvent. Hein? On dit, la laïcité, c'est la catho-laïcité, des trucs comme ça. On dit que c'est contre l'islam. Pas du tout. La laïcité est une posture de neutralité qui sépare l'État des arrière-mondes, des religions, etc. La sphère privée et la sphère publique. Ben oui, exactement. Et la laïcité, bien comprise, favorise le vivre ensemble. On peut-tu, dans notre société, avoir un petit espace tout petit, là, où tout le monde se regarde des yeux dans les yeux, puis qu'on construit, puis on regarde vers l'avenir ensemble, plutôt que de se regarder en chien de faïence, puis de dire... Parce qu'on ne pourra jamais se convaincre, comme avait écrit Jean Bodin. Exact. Oui. Donc, respectons les choix de chacun, mais mettons ça dans la sphère privée. Là. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Ben, ça se passe dans certains endroits de la planète, mais ça ne se passe pas encore complètement chez nous. Il y a une réticence et comme vous dites très bien, il y a une incompréhension de la véritable nature de la laïcité. On veut en faire une idéologie, ce n'est pas une idéologie. On va en faire une religion, ce n'est pas une religion. C'est une posture philosophique qui permet de vivre ensemble, de fonctionner ensemble, en tolérant ou en acceptant la différence, mais
à l'intérieur de la structure de l'État, il n'est pas question que l'on permette aux croyances ou aux incroyances de dominer la vie citoyenne. Oui, Bien c'est sûr. ça. Hein, c'est ça. Ouais. Mais il y a du financement qui est très, des gros intérêts là-dedans. Bien sûr, oui, comment non. Bien sûr, ouais, ouais. On sait d'où viennent les... il y a les frères musulmans, pour ne pas les nommer. Il y a, il y a tous les agendas politiques qui veulent tirer la couverte de leur côté. Ben oui, puis ceux qui... l'argent, les libéraux vont toujours l'accepter. Trudeau ou Pouillard, c'est pareil. Ou Moreau, ça ne changera pas. Là. Alors, ce groupe-là est pesant. Ouais. Actuellement, il y a des groupes pesants au Québec, même au Québec, qui influencent beaucoup la caisse électorale, qui sont... oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Hélas. C'est ça le problème. Ouais. Puis ça, on ne le dit pas. Non. On ne veut pas le dire. Mais moi, je le dis. Très bien. Continuez. Ben c'est ça, exactement. On veut nous annihiler, finalement. Oui, nous bâillonner aussi. Nous bâillonner, tout à fait. En attendant. Alors, moi, je ne tiens pas à ce que ça finisse comme ça, parce que, je ne sais pas, une vie de vivre dans la peur. Mais même si la peur est beaucoup utilisée aujourd'hui, comment vous trouvez, comment on peut vivre sans... comment on peut communiquer le courage, comme vous, là. Vous avez ce courage de... C'est ça la résistance. C'est la résistance? C'est ça le militantisme, c'est croire en nos idées et les défendre jusqu'au bout. Et si on se fait arrêter par la peur, ben là, c'est déjà la défaite en partant. Okay. Il n'y a pas question, on ne peut pas. Sur une base philosophique, il est impossible de renoncer à ce à quoi l'on croit sincèrement, pour faire fonctionner au mieux notre société. Moi, il ne faut pas arrêter de me battre. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je ne tiens pas à ce qu'ils vivent dans une société autoritaire et comment dire, une société qui va les empêcher de s'émanciper et d'être heureux. Unique, puis de vivre en résistance comme vous. Bien sûr. Le combat, c'est la vie. On dit souvent ça, Jamila et moi, le combat, c'est la vie. Alors, on se bat. Tant qu'on est en vie, on se bat. Oui, exactement. Vous allez au PQ, vous êtes actif, vous l'avez dit tantôt. Oui, parce que j'y crois. Je pense qu'on mérite d'être un peuple parmi les peuples de la Terre, d'avoir notre place au sein du Concert des Nations. On a tout ce qu'il faut. On a l'intelligence, on a la capacité de se gérer soi-même. Pourquoi continuer à se faire gérer par les autres, à continuer à accepter d'être une minorité? J'ai aucune raison pour justifier ça. Moi, je dis non, c'est une question des grandes personnes, des adultes. Jean-René Marcel Sauvé aussi, on est allé enregistrer. Oui. Qu'est-ce qu'il disait, lui, c'est que les autres provinces, Alberta, Saskatchewan, toutes les provinces se regardaient, c'était pour arriver en même temps. Et que son séjour, lui, dans le Canada, les Canadiens lui disaient « Pourquoi vous avez refusé en 95? Pourquoi vous n'avez pas voté oui? » Ah oui. Lui, c'est son expérience au Canada. Je sais pas si c'est un sentiment généralisé, là. Dans le temps, il y avait qui au NPD qui avait dit, qui était ouvert à ça, là. Layton, Jack Layton? Non, je pense pas. C'est pas, c'était avant ça. Ah, comment est-ce qu'il s'appelle? J'oublie son nom. Oui, c'est un anglophone. Oui, c'est ça. Mais... Broadbent? Hein? C'est pas Broadbent? Oui, Broadbent. Oui, c'est ça. Ah oui. Lui était vraiment populiste, si on veut tout à dire. fait. Mais populiste, pour vous, c'est quoi? Ah, écoutez, pour moi, c'est la définition de populisme. C'est une approche extrêmement simpliste de la politique. Oui, OK. Qui s'adresse aux instincts des gens du peuple, okay, et qui va aller au plus simple dénominateur commun. C'est pas un compliment, finalement. Non, pour moi, c'est péjoratif. OK, alors il n'était pas populiste, M. Broadbent. Non, pas dans ce sens-là. Il était plus comme il était quand même intellectuel, oui, réfléchi, etc. Oui. Ouais. Ben, je ne l'entends pas pareil. Je l'ai connu, oui, d'accord. Populiste, pour plusieurs, il y a différentes... Ah oui, peut-être, différentes acceptations. C'est une chose aussi qui nous dit, M. Jean-René Marcel Sauvé, il dit qu'il va falloir s'entendre à un moment donné sur qu'est-ce qu'on entend par tel mot. Oui, oui.
Est-ce qu'on s'entend sur les mots aujourd'hui? Pas beaucoup, non, bien sûr. On parle chacun dans notre... On s'entend pas sur beaucoup de mots. Hein. On s'entend pas sur le mot islamophobie, par exemple, et sur d'autres. Oui. Ah, bien sûr. Sur le mot nationalisme, on ne s'entend pas là-dessus. Oui. Hein, parce qu'il y a des nationalistes fédéralistes, puis il y a des nationalistes indépendantistes. Et pour moi, le nationalisme fédéraliste, c'est une contradiction dans les termes. Hein, parce que tu ne peux pas être à la fois indépendant, nationaliste, puis fonctionner à l'intérieur de la structure confédérative canadienne. C'est antinomique. Non. C'est ça, exactement. Tu ne peux pas être nationaliste dans une structure qui C'est fait déjà que ton tout économie... pour cette émission de En 60 minutes. C'était Jean-Marc Drolet pour radioinfocité.com. Sur les hydrocarbures. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel. Le Canada, Non, pas vraiment. Alors, on va faire sortir le Canada du Québec. ben, c'est ça. Hein? Eh oui. Sortir ce gouvernement-là de sur notre territoire. Première étape. Mais là, il s'aide beaucoup. J'espère qu'il va continuer à s'aider beaucoup Oui, vous trouvez? à sortir. Couillard, ben, regardez, avec cette commission-là, il a perdu des plumes, n'est-ce pas? On l'a vu dans Louis Hébert. C'est un très bon sondage, Louis Hébert. Oui. C'est un château fort, quand même. Oui. Ne l'oublions Oui. pas. Oui. Oui. Alors, bon, évidemment, la CAQ a gagné, mais la région de Québec est difficile, là. On va finir là-dessus sur votre prédiction pour les élections 2018. Écoutez, on est un an à l'avance. C'est loin. C'est trop loin. Il y a des gens, il y a même des indépendantistes là, qui ont déjà, comme Marcel Tessier, pris position, je vais voter pour la CAQ, parce qu'il faut défaire Couillard à tout prix. Moi, non, je pense que c'est... Hey, Pensez-vous que c'est la chose un la mois et plus demi en importante? politique, là, c'est énorme. Hein? Il peut Oui. se passer plein de choses. Oui. Mais c'est important de s'en défaire, mais pas au point de se défaire de nous-mêmes. Je pense qu'il faut continuer à se battre pour ce que l'on croit. N'est-ce pas? Mais c'est ça, mais... Mais il faut être stratégique. Oui. Mais moi, je dis pas que... Je dis que le vaisseau amiral, là, c'est le PQ. Hein, j'ai toujours Oui. pensé ça. Il faut... Alors, je ne veux pas manger dans des chaloupes. Là. Moi, je vais rester... Puis si vous voulez battre Couillard, ben venez avec nous. Voilà. Autrement, on n'est pas m'achaler pour dire que c'est de ma faute après. Aïe, aïe, aïe. On essaie d'imaginer seulement 2 secondes, je ne suis pas capable. Ouais. Plus un gouvernement de François Legault comme premier ministre. On va perdre 4 ans. Les gens vont se rendre compte après 2 ans que ce n'était pas la bonne solution. C'est ça, 2 ans. Moi, c'est ma conviction, évidemment. Oui. D'autres, on doit penser autrement. Hein, mais moi, c'est ce que je crois. Oui, mais on regarde aussi, des fois, il y a des feuilles de route qui nous permettent de dire, ben oui, telle chose, c'est concluant que la CAQ, franchement, là, comme gouvernement au pouvoir, Ben, ils n'ont rien, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas rien à proposer. non. Et dans une structure qui ne peut pas fonctionner, c'est celle du Canada, sur le plan économique. Alors, je ne comprends pas là, que l'on s'en tige de la CAQ aujourd'hui, en 2018, alors que Ben, c'est on comme voit vous bien venez de qu'avec dire. les libéraux, là, qu'on n'avance pas. Oui, Hein? oui, ben, c'est ça, c'est qu'il va... je ne sais pas ce que ça, le nom que ça porte, mais ça sort dans l'espace, puis tout le monde capte ça, puis répète ça comme un mantra. Exactement. Parce qu'on cherche, on veut du changement, le mot-clé. Mais On veut- c'est un mot vide, là. Oui. Parce que du changement pour le rien, c'est pas du changement. Hein? Réfléchissez. Oui, Vous voulez changer pourquoi? oui. Hein? Parce qu'il y a une chose qu'il faut donner aux libéraux, ils savent c'est quoi le pouvoir. Ah, bien sûr. C'est une machine. Une grosse machine. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a autant... c'est quoi avoir le pouvoir puis les 2 mains sur les leviers, là? Ouais. Charest, il disait, hein? Des mains sur le volant, ouais. Ouais. Pas été fort non plus. Non, mais ils restent au pouvoir puis ils savent c'est quoi, eux Bien autres. sûr. Ouais. Ça manque, ça, au PQ? Non, je pense pas. Non? Je pense qu'en temps et lieu, ils seront. Jean-François Ouais, je pense Lisée, qu'il est très intelligent. pour ça que- Et j'ai confiance en ce qu'il Oui. soit capable de faire tourner le vent, si je peux dire. J'ai beaucoup écouté ses émissions avant qu'il se présente en Ouais. politique et j'étais vraiment... Ouais. C'était bien, c'était... On peut lui faire confiance. De toute façon, il n'y a personne d'autre pour le moment. Non, c'est ça. Non. C'est pas dire que je le connais, hein. J'ai travaillé avec lui, j'ai couvert avec lui à Washington
le sommet Reagan-Gorbatchev à l'époque, on était tous les deux pour la presse. Alors, on se connaît depuis, bon, c'est en 1987, ça, imaginez. Ben, c'est ça, mais ça donne une idée du calibre. Oui, c'est ça, ouais. Bien sûr. Alors, il y a une bonne feuille de route. Mais c'est pas comme ça que ça passe dans les médias, dans le moment, puis pour la population. Il n'y a pas les médias avec lui, c'est clair. On rend pas un portrait... D'ailleurs, j'ai toujours dit, il nous faudrait un média indépendantiste. Il y a des médias fédéralistes, alors il nous faudrait un média indépendantiste. Mais c'est le financement le problème, c'est ça. Oui. Voilà, ça prendrait un journal pour équilibrer un peu les choses. Comme un peu Rochet Today. Exact, oui, c'est ça. Quelque chose qui Parce que contrebalance. il faut avoir, comme vous dites, l'assistance, il faut avoir l'audience, il faut avoir... Bien sûr. Il faut toucher du monde. Là. Oui, ça coûte cher, ça coûte des millions de dollars, un journal. Un studio? Un studio, mais encore là, c'est le tirage, c'est la portée. Il faut toucher du monde. Il ne faut pas toucher 30 000 personnes, c'est bon rien. Est-ce qu'il y a des gens, mais il doit y avoir pas mal quand même de gens qui cherchent où s'informer, Oui. pour qui ce serait... Ben, ce serait absolument salutaire, bien sûr. Évidemment, ce sera enfin. Oui. Mais qui prend quelqu'un qui a les poches profondes et bien remplies. Et qui aurait cette envie-là de... Ouais. Un démarrant indépendantiste. Là. Un démarrant indépendantiste. Pour l'instant, j'en connais pas. On a eu un Pelado, mais... Il y a Pelado, mais quoique son journal a changé. Là, il y a de moins en moins de contenu fédéraliste. Là. Alors, ils sont partis, ces chroniqueurs. Il y en a un qui est décédé, puis l'autre, je peux lui, puis sa retraite. Comment vous avez trouvé l'épisode Luc Lavoie? Ah, déplorable. Je le connais lui aussi depuis longtemps. Et je ne suis pas étonné. C'est déplorable. C'est pas acceptable, cette histoire-là. Pourquoi on paye des salaires de fous à des gens comme ça? Exactement, genre, je comprends pas. Protégé. Oui, c'est ça, c'est l'aile fédéraliste au Québec. Ben, lui, c'est un grand ami de Mulroney, puis Mulroney, Exact. président du conseil de l'administration de Québécois, je crois. Donc, tout ça, c'est des liens. Mais c'est pas acceptable, ça. Dans notre société, une posture comme celle-là. Déplorable. Monsieur Toupin, j'ai l'impression d'avoir juste effleuré. Oui, vous avez raison. C'est ça qu'on a fait. Ah oui, c'est bien, merci. Mais, très agréable comme conversation. Ben, moi de même, j'ai trouvé ça, mais il faudra reprendre. Ah oui, bien sûr. Ouais. Quand vous voudrez. Merci beaucoup.